Fallait bien que je rentabilise mon abonnement Spotify Premium, non? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mon avis sur le nouveau thriller de Freda McFadden, La Prof. Je le précise d'ores et déjà, cette vidéo va très certainement contenir des spoilers. Donc si vous n'avez pas encore lu le roman et que vous comptez le faire, n'hésitez pas à garder cette vidéo pour plus tard. Si au contraire vous l'avez déjà lu ou alors vous vous en fichez un petit peu d'être spoilé de cette histoire, vous pouvez rester, ça risque d'être assez long mais très intéressant. Personne, je dis bien personne, n'a pu passer à côté du phénomène La femme de ménage, un thriller qui a eu un succès absolument monstrueux il y a quelques années. Que ce soit aux États-Unis, en France ou partout dans le monde, ce livre a été numéro 1 pendant très longtemps. Il est tellement populaire qu'il va faire l'objet d'une adaptation qui va sortir à la fin de l'année. Et il a été complété par plusieurs suites. Je crois que là on est au 4e ou au 5e. Bref, son autrice est devenue l'écrivaine numéro 1 à suivre. Et là j'arrive avec mes grands sabots, puisque je n'ai pas lu La femme de ménage, je n'ai pas lu ses autres romans. D'ailleurs, elle en a fait un paquet qui vont être traduits progressivement en France, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un succès commercial absolument dingue. Et la dernière traduction auquel on a eu droit, c'est La Prof, le roman dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour vraiment que vous compreniez et pour contextualiser un petit peu ma lecture, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas passée à côté de l'effet de mode de la Freda Mania, je crois qu'on appelle. Et je voulais voir ce que ça donnait. J'ai été curieuse. J'aurais pu commencer par La femme de ménage vu que c'est le plus connu, mais j'ai décidé de commencer par celui qui venait de sortir. Bref, de toute façon, c'est indépendant. Et même si j'ai vu ce roman absolument partout, dans les librairies où je me suis rendue la semaine dernière, je me suis dit que vu que j'étais pas vraiment sûre dans quoi je mettais les pieds, j'allais plutôt le découvrir en livre audio. Mon abonnement Spotify Premium a été rentabilisé. Ouais, petite parenthèse, je l'ai appris il y a pas très longtemps. Mais si vous avez un abonnement Spotify Premium, que moi j'ai pris pour écouter de la musique sans pub, et ben vous avez aussi accès à des podcasts, je le savais, mais aussi à des livres audio. Et il y a vraiment beaucoup de livres audio qui sont disponibles. Et certains sont disponibles le jour ou quelques jours après la sortie en papier, ce qui est complètement fou. C'est pourquoi j'ai sauté sur l'occasion et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. La Prof, c'est un roman qui est apparu dans nos librairies françaises il y a une semaine, donc en avril 2025, si vous ne regardez pas cette vidéo au moment de la sortie. Il est écrit par Freda McFadden, qui est une autrice américaine. Donc le texte de base est écrit en anglais. Toute réflexion que je vais faire sur le style d'écriture sera du point de vue de la traduction, je le précise. Même si selon moi, les traductions ne viennent pas de nulle part. Pour savoir un petit peu de quoi ça parle, je vais vous lire la 4e de couverture qui, selon moi, spoil beaucoup. Mais je pense qu'on est très peu à ne pas lire les 4e de couverture, sinon comment choisir un livre? Bref, dans la 4e de couverture, on peut lire. Chaque matin, Eve se lève et embrasse tendrement son mari, Nate. Ils partent au travail ensemble, au lycée où elle enseigne les mathématiques et où Nate est professeur d'anglais. Une vie parfaite, réglée comme du papier à musique. Une vie tranquille. Pourtant, l'année dernière, l'école a été secouée par un scandale. Un professeur a été licencié parce qu'il aurait eu une liaison avec Addie, une élève. Et cette année, cet élève se retrouve dans la classe d'Eve et dans celle de son charmant mari. Comme tout le monde, Eve sait qu'on ne peut pas faire confiance à la jeune femme, une menteuse invétérée qui fait du mal autour d'elle. Et quand la prof commence à comprendre qui est véritablement Addie et ce qu'elle cherche à cacher, il est déjà trop tard. On a la meuf avec une vie absolument parfaite, comme toujours, qui est avec un mec magnifique alors qu'elle est une personne complètement lambda. Ils travaillent dans le même établissement, ils sont tous les deux profs. Elle d'une matière chiante et lui d'une matière avec une certaine aura, j'ai envie de dire. On a ce fameux scandale avec cet élève qui aurait eu des relations avec un prof. On nous dit que le mari est magnifique, que cet élève-là va se retrouver dans la classe de son mari et d'elle. Donc on se doute qu'il va y avoir un conflit d'intérêts monstrueux.
et des relations pas très légales. Or, on nous dépeint la jeune fille comme une menteuse pathologique, donc quelqu'un qui pourrait inventer des histoires. Donc on se demande si, au final, cette histoire de relation n'est pas qu'un mensonge. Mais bon, on se doute qu'il va y avoir quelques anguilles sous roche, des histoires pas nettes entre Nate, son mari et son élève Adi. Bref, une histoire classique dans un lycée classique américain. C'est déjà là que ça pêche. C'est pas le comble de l'originalité non plus. Ce roman, il est estampillé comme un thriller psychologique, ce qui déjà m'énerve un peu, j'avoue. Ne vous attendez pas à des psychologies de personnages hyper développées, comme je vous l'ai dit. Ils sont très caricaturaux dans le résumé, ils sont très caricaturaux au début de l'histoire. À la fin de l'histoire, ils le sont encore plus. J'ai l'impression qu'ils sont devenus des caricatures de caricatures, toujours dans la surenchère. Et puis, rappelez-vous, avant le terme psychologique, il y a le mot thriller. Est-ce que La Prof est un bon thriller ? Pour ceux qui sont habitués et extrêmement fans du genre, je pense que vous allez pas apprécier, puisque c'est pas comme si l'intrigue procurait un suspense de fou. Parce que pendant les 70 premiers pourcents ou les 80% du roman, ben, il se passe rien en fait. À part le prologue qui est, selon moi, juste une carotte pour essayer de nous faire poursuivre notre lecture, bah, il se passe rien. Dans un thriller, il faut installer une ambiance, il faut présenter les personnages. Pendant, allez, 20% du roman, 30%. Là, les 3/4, c'est... On a l'impression d'une introduction. Ça tient pas trop en haleine, et si vous êtes passionné de thriller et que vous en avez lu beaucoup, je pense qu'aucun rebondissement vous contentera, même si à la fin il y a une espèce de pluie de twists qui ont plus ou moins de sens, qui sont plus ou moins pertinents, qui sont plus ou moins bien amenés. Parce que il y a des choses qu'on présente comme des twists qui, pour moi, coulaient de source. Et il y a, il est vrai, un twist que je n'avais absolument pas vu venir. Mais vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucun indice avant. Et ça, c'est un truc que je déteste. C'est quand l'auteur nous fout un twist à la fin pour foutre un twist. C'est-à-dire que va pas t'étonner que j'ai pas deviné. Tu nous as donné aucun indice et tu le lances comme ça, sorti nulle part. Évidemment que je l'ai pas vu venir. T'as rien laissé paraître. Parce que je vous le rappelle, un thriller, c'est censé provoquer chez le lecteur de la peur, de l'appréhension, du stress. Là, il se passe rien. Pendant 70%, c'est l'intrigue amoureuse. Moi, c'est pas ce qui me tient en haleine. Vous savez à quoi ça m'a fait penser ? Ça m'a fait penser aux séries sur, je sais plus, TF1, là, les petits secrets entre voisins, petits secrets entre familles, au nom de la vérité. Vous voyez le genre de série dont je parle ? J'adorais regarder ça à la télé quand j'étais ado. Et d'ailleurs, je pense que si je tombais... Bon, je regarde pas la télé. Mais si j'allumais la télé et que je tombais sur ce genre de série, je regarderais. Parce que ça dure pas longtemps, on sait très bien comment ça va se passer. Les gens jouent globalement mal, mais c'est un petit plaisir coupable. Et je pense que ce livre, c'est ça. Il faut le présenter tel quel. C'est un plaisir coupable, un truc où effectivement tu te prends pas du tout la tête, ce qui est un petit peu contradictoire avec le fait qu'on le présente comme un thriller. À quel moment un thriller est censé nous détendre et être léger et ne pas nous faire nous prendre la tête. En soi, j'ai pas détesté. D'ailleurs, je pense que j'ai un minimum apprécié parce que je l'ai écouté et du coup, je pouvais faire plusieurs choses en même temps, etc. Pas sûr que si je l'avais lu, je l'aurais terminé. Selon moi, La Prof, faut le lire d'une traite parce que sinon, vous allez juste jamais y retourner parce que les rebondissements, il y en a pas beaucoup et pendant une grande partie de l'intrigue, c'est plat. Enfin, c'est plat. Au niveau enquête et dramatique, puisque, effectivement, il y a scène de sexe sur scène de sexe, ce qui, selon moi, d'ailleurs, ne crée pas une tension forcément
gigantesque puisque on nous donne tout, on sait tout. Parce que la prof, on dirait pas dans la 4e de couverture, mais c'est une histoire qui est racontée de plusieurs points de vue. Le point de vue de la prof, d'où le titre. Donc ça, on le sait puisque c'est le point de vue qui est adopté dans le résumé, mais on a aussi le point de vue de l'élève, ce qui laisse peu de doute sur le est-ce que c'est vrai qu'elle est sortie avec ce prof? Est-ce que c'est vrai qu'il se passe quelque chose avec le mari de notre autre personnage principal? Bah, tout le suspense est tué dans l'œuf, puisque on lit aussi les chapitres de son point de vue. On a aussi le point de vue de Nate, qui arrive un peu plus tard, ce qui ne fait d'ailleurs pas réellement développer sa psychologie au final. Au niveau de l'écriture, c'est pas très poussé, mais même au-delà de ça. Évidemment que quand j'ai commencé avec ce roman, je m'attendais pas à une plume lyrique. Et c'est pas forcément ce qu'on attend dans un thriller. Quoique, il faut quand même réussir à instaurer une ambiance, ce qui je trouve a été mal fait, pas fait. On n'a pas ce que j'appelle une couleur de narration, c'est au final assez blanc, assez impersonnel. Même le changement de point de vue entre les personnages n'est pas vraiment marqué. Ils ont les mêmes manières de s'exprimer. À part, évidemment, le prof d'anglais qui part dans des envolées lyriques et nous sort des citations de Poe et de je sais plus qui, ce qui est, on va pas se mentir, un peu ridicule et qui m'a fait lever les yeux au ciel. Pour revenir sur le côté très blanc et très impersonnel de la narration et de la plume, il y a juste rien. On décrit les choses de manière très mécanique, rien n'est organique. Je veux dire, la narration, elle est limite scolaire. On va décrire par exemple un personnage physiquement parlant, sauf qu'on ne va dans aucun détail. Disons que si tu me dis que la nana, elle est fine et blonde, le personnage n'est pas hyper caractérisé quand même. On décrit les actions, mais chaque action, même la plus anodine, même la plus bête, qui ne sert foncièrement à rien dans l'histoire. Par exemple, au tout début, c'est le jour de la rentrée. Vous le savez, mes collègues qui écrivaient un petit peu, commencer un roman par c'est la rentrée, c'est le truc le plus cliché que vous pouvez servir. On a ensuite la description dans le miroir, bien pratique pour décrire son personnage principal. Sauf que, est-ce que vous, quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous détaillez de la tête aux pieds? Je pense pas. Ensuite, on a la description du mari qui est hyper charmant. Donc on nous dit dès les premières lignes qu'il est absolument hyper sexy. On le décrit avec une tonne d'adjectifs, tous plus parfaits les uns que les autres. Et je ne comprends pas pourquoi l'autrice nous fout un passage où le mari se brosse les dents. Vraiment, pendant un paragraphe, on explique comment il prend sa brosse à dents, on explique quel dentifrice il va prendre, on explique les mouvements qu'il fait, on explique qu'il se fait un bain de bouche. Pardon, mais pourquoi? Surtout qu'on a souvent l'irruption d'un seul terme un peu soutenu, ou alors un terme qu'on n'utilise pas tout le temps, qui du coup va dénoter avec le reste, qui est d'une banalité folle. Je reprends l'exemple du mari qui se brosse les dents. On a un moment le terme gargarisme qui va être utilisé. Et à côté de ça, on a les verbes faire, dire, qui sont tout le temps utilisés. Et parfois aussi des termes hyper crus. Enfin, c'est assez particulier là pour le coup, je ne sais pas si dans l'œuvre originale c'est comme ça, en tout cas dans la traduction ça l'est. Je veux dire, normalement dans un roman, on est censé avoir un petit peu le même ton, un petit peu le même registre tout le temps, ou alors c'est pour servir la voix des personnages. C'est normal qu'on ait par exemple du point de vue de l'élève, qui est beaucoup plus jeune, un langage un peu plus informel, avec des gros mots, etc. Et ça aurait pu être intéressant de contrebalancer avec le langage de la prof, qui est un peu plus sérieux, un peu plus formel. Mais c'est pas du tout ce qui a été fait. Vraiment, on met les mots les plus basiques du dictionnaire, faire, être, dire. On les met dans un chaudron, on met le mot gargarisme. Ça donne un mélange pas très cohérent. Pour résumer, le problème c'est pas que l'écriture soit simple. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de livres où l'écriture est simple, mais elle est efficace et elle raconte quelque chose. Là, on est dans
de la télé-réalité, j'ai envie de dire, où on suit chaque mouvement du personnage qui ne sert absolument à rien et qui nous fait perdre du temps, tout simplement sur l'intrigue. On a aussi le problème, et ça j'en avais parlé pour Noël est une arnaque, une romance de Noël que j'ai lue fin 2024, et dont je parle dans ma vidéo sur le classement, où je disais que les personnages se racontaient eux-mêmes et avaient conscience d'être des personnages. Dans la prof, c'est exactement la même chose. Les personnages vont tout bonnement décrire leur profil psychologique et toute leur vie en 2 pages. Si possible, les 2 premières pages, comme ça on sait bien là où on met les pieds. Et pourquoi est-ce que je dis qu'ils ont conscience d'être des personnages ? Tout simplement parce que on est dans leur tête, on suit leurs pensées et ils vont littéralement se mettre en scène pour le lecteur afin de développer un pseudo-suspense. C'est-à-dire que au début, les premiers chapitres avec Adi, on sait qu'elle arrive au lycée, vous savez c'est l'élève, on sait qu'elle arrive au lycée et que tout le monde la déteste. Nous, on n'a pas encore eu l'information que c'est par rapport à ces histoires de elle serait sortie avec un prof l'année d'avant. Si on n'a pas lu le résumé, on ne le sait pas. Et elle va faire des trucs complètement lunaires, c'est-à-dire que dans la narration, elle va dire des trucs dans le genre « Je sais que tout le monde me regarde, ils sont sûrement au courant de... Non, je ne peux pas le dire. » Si t'es dans ta tête, tu te dis les choses, tu te mens pas à toi-même, enfin je sais pas, ou alors, si t'es dans le déni, juste tu n'en parles pas, mais là on donne la carotte au lecteur, genre, il y a quelque chose qui va se passer, il y a un suspense là. J'aime pas ça, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et elle le fait plein de fois. Les premiers chapitres, c'est que ça. C'est mon esprit commence à divaguer et je repense à oh non, il faut absolument que j'oublie cette période traumatisante de ma vie sur laquelle, évidemment, cher lecteur, je ne te dirai rien. Pourquoi ? Pareil, le prologue du roman, pour moi, c'est, encore une fois, une carotte au lecteur. Sans le prologue, je ne sais pas qui passerait plus de 3 chapitres sur le livre. Parce qu'il se passe rien. Sauf que l'autrice, pas bête, dans le prologue, elle nous raconte un événement qui va arriver vers la fin. Un événement qui, on est dans un thriller, a un rapport avec quelque chose de macabre. Autant vous le dire, on parle d'un corps. C'est comme ça que s'ouvre le roman. Dans le prologue, un personnage qu'on devine féminin est en train d'enterrer un corps. Et évidemment, on ne sait pas qui est le personnage féminin et on ne sait pas qui est le corps. Voilà pourquoi on continue à lire et il y a un pseudo-suspense. Parce qu'on sait qu'à un moment, quelqu'un va enterrer, on se doute qu'il l'a tué avant, évidemment, va enterrer quelqu'un d'autre. Et c'est ça notre carotte, parce que sinon il se passe rien. Il n'y a pas de gradation des événements, il n'y a pas de gradation de la violence, non. Bam ! 80% un meurtre. Pour moi, c'est vraiment un aveu de la faiblesse de l'ambiance et de l'intrigue. Si ton intrigue, elle est bien travaillée, et qu'il y a une certaine ambiance, et qu'il y a, comme je l'ai dit, une gradation dans les événements, t'es pas obligé de mettre le corps depuis le début. Après, je pense aussi que le cadre de l'intrigue n'a pas forcément aidé, parce que j'avoue, je suis assez sensible sur les histoires incluant des différences d'âge, surtout dans le milieu scolaire, c'est quelque chose qui me met très 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 rapidement hyper mal à l'aise. Et la façon dont ces relations-là sont présentées sont, selon moi, hyper glamourisé, hyper romantisé, ce qui me dérange foncièrement. Et vous allez me dire, pour ceux qui ont lu le livre, non, mais à un moment c'est dénoncé, il y a un personnage qui dénonce, etc. Alors certes, mais ça n'arrive que ponctuellement. Et les personnages récitent des phrases toutes faites, qu'on a tous entendues, qui sont encore une fois hyper bateau, hyper clichés. Et je pense que c'est juste un moyen pour l'autrice et pour la maison d'édition de se protéger en disant mais non, vous inquiétez pas, on fait pas la promotion, on romantise pas les relations entre les profs et les élèves. Le fait est que si, puisque la narration se plaît à décrire ces scènes de manière très explicite
et de les décrire de la même façon que des relations entre deux personnes adultes, consentantes, etc. Et là c'est toujours le même débat. Est-ce que le texte littéraire a besoin de se dénoncer dans la narration? Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on présente ces scènes-là et le narrateur ou un autre personnage va dénoncer ces choses. Là, comme j'ai dit dans le roman, c'est fait, mais un peu trop tard en fait. C'est bien à la fin d'avoir une belle morale, genre non, c'est pas bien ce genre de relation, il y a de la manipulation. Si pendant je sais pas combien de pages tu t'es plu à décrire ces scènes-là, selon moi c'est un peu hypocrite comme manière de penser. Et il y a énormément de textes qui ne vont pas forcément dénoncer ces choses-là dans la narration. Et oui, quelque part, c'est normal que les personnages ne soient pas hyper clairvoyants sur leur situation. Ils sont biaisés, ils sont manipulés entre eux, etc. Mais pour moi, ça dénote vraiment avec les pseudo-messages qui sont délivrés à la fin. Pourquoi est-ce que tu nous présentes ça comme sexy et romantique pendant 95% et que les 5 dernières pourcents, tu nous dis ah oui, mais non, mais c'est pas bien. Mais ce qui m'énerve avec ce roman-là, c'est que on te tient par la main. Je veux dire, c'est pas subtil du tout. Et ça me pose aussi question sur quelle est la cible du roman. Est-ce que la cible, c'est, comme on le vend, un public adulte? Dans ce cas-là, tu es pas obligé de nous tenir la main et de nous expliquer tout ce qui se passe parce qu'on est normalement capable de le comprendre et on a un esprit critique. Ou alors, est-ce que le public, c'est justement les adolescentes qui pourraient être victimes de ce genre de choses, de manipulation? Et dans ce cas-là, tu as la décence de ne pas décrire ces scènes de manière aussi fantasmée, aussi érotique. Là, on se plaît à aller dans le cru et dans les détails pour quoi, en fait? Est-ce que c'est pour dénoncer? Est-ce que ça va être parce que ça va faire kiffer certains lecteurs? Parce qu'on le sait, dans tout ce qui est la romance, etc., on a un certain nombre de tropes, c'est-à-dire de schémas narratifs, etc. Et c'est vrai que le age gap, donc l'écart d'âge en gros, et les relations prof-élève, ce sont des trucs qui sont parfois recherchés par certains lecteurs. Encore une fois, on pourrait complètement discuter et remettre en question ces tendances-là, mais bref, selon moi, ce roman, il y a confusion sur la cible. C'est franchement un sacré mélange entre de la dénonciation, pas forcément hyper honnête, de la romantisation de certaines pratiques et certaines situations. Ça l'a pas fait pour moi, ça m'a mis hyper mal à l'aise, j'ai pas vraiment compris ce qu'on essayait de nous dire à la fin, si tant est qu'on essaye de nous délivrer un message. Alors peut-être que dans une autre intrigue, un autre contexte où il n'y a pas forcément cette dimension-là, ça va me plaire et je pourrais plus apprécier. Pour le coup, là, ça n'a pas été franchement le cas, quoi. S'il y a des personnes qui m'écoutent et qui ont lu La Prof, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez apprécié ou alors si il est moins bon selon vous que La Femme de ménage. Est-ce que je dois lire / écouter La Femme de ménage? Je serais curieuse d'avoir votre avis. Je pense que là j'ai beaucoup parlé. J'ai donné mon avis général, j'ai parlé de plein de sujets annexes, etc. On pourrait évidemment en parler encore pendant des heures et des heures, mais je pense que je vais m'arrêter là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne soirée ou une bonne journée, et je vous dis à bientôt. Salut!